Je me suis retrouvé à me dire à un moment donné, au final, comme je rencontre personne, comme la rencontre a pas l'air de se passer, peut-être que je rencontrerai jamais personne et c'est pas grave. Ma vie sera un désert sentimental et j'accepte le fait d'être dans cette solitude-là. Et l'amour et l'affection, ça peut être aussi dans simplement des échanges, de l'écoute, des signes affectifs aussi anodins qu'une main sur l'épaule, que juste d'être dans la douceur et la tendresse par la parole et par l'échange. Je suis Marie-Charlotte Danchin et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, un ou une invitée vient à mon micro me raconter à cœur ouvert une rencontre qui a bouleversé sa vie, parfois pour une nuit, parfois pour quelques années, parfois pour toujours. J'espère que ces récits intimes seront pour toi une bulle de douceur et d'inspiration pour mieux comprendre et apprivoiser tes propres émotions amoureuses. Et si tu veux prolonger ces moments, partager tes histoires ou t'inspirer encore davantage, je t'attends sur Instagram et sur YouTube, @crush le podcast. Salut Laurent, comment vas-tu ? Salut Marie-Charlotte, écoute, ça va super bien. Laurent, je suis très heureuse d'être avec toi. Aujourd'hui, on est en visio. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour commencer, te présenter en 5 hashtags ? Je dirais le premier, c'est la joie. J'aime bien la vie, j'aime bien la joie, j'aime bien l'humour. Ensuite, je dirais la musique et le chant. Quelque chose qui m'accompagne depuis tout petit. Voilà. Ensuite, il y a le dessin, ce qui est ma pratique au quotidien dans le monde de l'illustration, le monde de l'art. Ensuite, je dirais l'écoute, dans le sens où je suppose être une bonne oreille. Les gens, les amis et les inconnus se confient pas mal à moi, donc voilà. Et la dernière chose, ça serait j'ai écrit la foi, mais c'est une forme de spiritualité ou une croyance en une forme de transcendance, d'un grand tout, un grand puzzle cosmique. Voilà. Ok, génial. Est-ce que tu peux me dire, Laurent, dans quel environnement familial tu as grandi, dans quel type de famille, avec quel modèle parental? Eh bien, j'ai grandi à la campagne, dans un petit hameau très très tranquille et très chouette, dans la nature, en Creuse, avec un papa et une maman hyper présentes, comme mon papa était déjà à la retraite quand je suis né, et ma mère a été mère au foyer, donc j'étais le centre du monde de ma maman surtout, mais de mon papa aussi. Ils étaient là pour moi en permanence, et j'ai eu cette chance-là d'avoir des parents ultra présents, d'avoir été écouté et accompagné dans mon enfance. Alors après, surtout aussi grâce à ma maman par rapport à son approche et sa sensibilité. Et mon père aussi avait sa sensibilité, mais ouais, je pense que ma maman m'a tenté de m'élever comme un petit garçon qui est à l'écoute justement, et c'était pas ce qui se disait à l'époque, mais je la remercie pour tout ça aussi. Et voilà, et mes parents qui étaient en couple jusqu'à la fin de la vie de mon papa, mais il n'y avait pas excessivement de démonstration affective, et il y avait pas une écoute et une communication relationnelle et amoureuse flagrante et profonde non plus, quoi. C'était un couple certes peut-être un peu progressiste pour l'époque, mais pas tant que ça, et je sentais bien qu'il y avait des tensions larvées. Enfin, il n'y a jamais eu de grandes crises et de grandes colères, mais il y avait, ouais, de la tension larvée, et ils n'étaient pas forcément sur la même longueur d'onde. Et toi, quand tu arrives à l'adolescence, quand tu entres dans ta vie affective et amoureuse, tu as quelle vision de l'amour? Est-ce que tu idéalises? Est-ce que tu fantasmes? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que c'est pas intéressant? J'ai une image, et je pense que ça résume pas mal ma vision des choses. Quand j'étais ado, je sais pas, à 17 ans, j'avais mon scooter pour aller au bahut, et je me rappelle en soirée fumer des clopes au clair de lune dans des terrains vagues, regarder les étoiles et songer à l'amour comme une espèce d'absolu, quelque chose d'inaccessible. Et j'ai mis longtemps à avoir une relation de couple. Je crois que ma première vraie relation, c'était 17 ans. Mais oui, oui, j'étais dans une espèce de songeur excessivement romantique, et biberonné à tout ce qui est des films, des mangas et tout ça, dans une espèce une relation très
ouais, très romantique et très, très sublimé. T'as quel âge aujourd'hui, Laurent? J'ai 40 ans cette année. Donc, t'es né en 1985. Ouais, c'est ça, bravo. Donc, ouais, je vois très bien la scène là où tu es allongé, les yeux dans les étoiles et tu cristallises plein de sentiments, plein d'échanges, plein de relations, d'émotions. Je vois très très bien. Moi, j'étais tellement comme ça aussi à l'adolescence, c'était incroyable. Ah, et je sais pas si c'est aussi les dessins animés, les trucs qu'on a pu regarder, mais j'avais cette sensation-là aussi. Les mangas, peut-être, les animés que je regardais à la télé ont pu aussi nourrir tout ça, je pense. Je sais pas comment toi si t'es d'accord avec ça, mais... Oui, oui, je pense que c'était même en fait la place de l'amour romantique dans la société en fait, qui nous a vachement construit. À notre époque, je trouve que et tout ça évidemment nous a été transmis par toutes les références culturelles, toute la pop culture, les séries, les films, effectivement, je pense que les dessins animés, les Disney aussi, où ben l'amour romantique c'est tout et c'est l'accomplissement ultime de la vie. Et on se jette corps et âme dans nos relations amoureuses, dans nos histoires d'amour. Si on remonte, Laurent, à l'année 2015, est-ce que tu peux me dire quelle période de ta vie tu traverses? Dans quel état d'esprit tu es? Est-ce qu'il se passe des choses particulières pour toi à ce moment-là? Oui, eh bien en 2015, j'habite à l'île Maurice depuis 3 ans. Ma maman est mauricienne et mon papa est français. Et pour le coup, bah, j'ai grandi aussi entre ces deux lieux-là, entre la Creuse. J'ai vécu majoritairement en France, mais j'ai aussi vécu un petit peu dans mon enfance à Maurice, et puis j'y allais assez régulièrement. Et donc là, ça fait 3 ans que je vis à l'île Maurice. 3 ans que je pense chercher inconsciemment, consciemment une relation, une rencontre. J'aspire à l'amour très très fort. Je sors d'une relation qui a été très courte en 2012, mais qui a été très intense et qui m'a fait beaucoup souffrir aussi. Donc du coup, voilà, je me guéris, je pense un peu mes plaies, puis j'essaye de vivre, penser autre chose, mais le fait est que j'aspire fort à rencontrer, à faire la rencontre et à trouver quelqu'un avec qui partager plein de choses, les joies, les peines, etc. Et donc, désert total affectif à Maurice, j'ai une vie sociale très chouette. J'ai plein d'amis, ma famille aussi est là. Donc non, mes parents sont en France, mais ma famille du côté maternel sont en grande majorité là. Et par contre, autant je m'épanouis sur plein de niveaux professionnels, personnels et tout ça, autant effectivement c'est pas ça. Donc, étant un grand accro au sucre, je pense que je suis un gros junkie du sucre et le fait est que je commence à devenir célèbre auprès de mes potes pour mes cheesecakes là-bas. Donc autant je suis seul affectivement, autant je me vautre dans les cheesecakes et dans le sucre. Je me rappelle ça peut donner un peu un ordre d'idée. Un week-end de solitude, je me dis tiens je vais faire un cheesecake et j'ai peaufiné la recette en 3 jours. Chaque jour j'en ai fait un pour essayer de trouver le bon équilibre et je les ai pas mangés tout seul, mais j'ai pas mal mangé tout seul. Enfin bref, donc voilà, il y a cette solitude-là. Il y a des rendez-vous, des trucs un peu étranges. Je me sens, j'ai l'impression que j'intéresse pas du tout les femmes du milieu que je côtoie, c'est-à-dire milieu culturel et artistique, et je me sens très ovni au niveau des attentes et de ce que je suppose être le mec parfait. Qu'est-ce que c'est pour toi cet homme idéal que les femmes attendent et en quoi tu corresponds pas selon toi à cet homme? Bah, pour te donner un ordre d'idée, après c'est peut-être un peu nul, mais j'avais eu un petit rendez-vous. Il y a une copine qui avait tenté de me présenter une autre copine à elle, et donc pour le fameux rendez-vous, je m'étais dit bon, je vais pas la jouer excessivement guindée, je vais pas mettre une chemise, je vais pas trop en faire. Je l'ai joué décontracté. Je me suis quand même coupé les poils qui ressortaient sur mon t-shirt pour dire bon, je vais pas, c'est pas très sexy, c'est pas très glamour. J'en suis arrivé à là et je vais tenter de paraître un peu détendu, mais pas trop guindé. Et je me suis donné quand même les moyens. Je me suis apprêté un minimum. Et le seul retour que cette nana a eu envers ma pote, c'était il aurait pu faire un effort quand même. D'autres rendez-vous manqués avec des faux plans, des trucs, des machins, enfin bref. Soit c'était pas le bon moment, soit c'était pas assez, soit j'ai eu des retours, oui, un peu foireux, un peu merdiques, et peut-être mon positionnement, peut-être ma façon d'être, peut-être tout un tas de choses. Donc
je me suis retrouvé à me dire à un moment donné, au final, comme je rencontre personne, comme la rencontre a pas l'air de se passer, je vais, peut-être que je rencontrerai jamais personne et c'est pas grave. Ma vie sera un désert sentimental et j'accepte le fait d'être dans cette solitude-là. Et l'amour et l'affection, ça peut être aussi dans simplement des échanges, de l'écoute, des signes affectifs aussi anodins qu'une main sur l'épaule, que juste d'être dans la douceur et la tendresse par la parole et par l'échange. Et voilà, je me suis dit ça à un moment donné, un soir, et ça, il y a eu une sorte de grand relâchement intérieur, une forme d'acceptation et de résiliation en se disant, très bien, je finirai peut-être seul et c'est comme ça et c'est chouette aussi. Ça me donne envie de te faire un câlin. Oh ça me touche, merci. Je me suis quand même dit qu'il y avait un souci le jour où je suis allé voir une thérapeute à Maurice et elle m'a touché les mains, elle m'a pris mes mains dans ses mains et là je me suis dit oh là là, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un rapport tactile avec quelqu'un et une femme de mon âge qui est charmante d'autant plus, et là je me suis dit oh là là, ton cœur est devenu si sec que ne serait-ce que juste un contact des mains, y a rien eu d'érotisant ou de sensuel là-dedans, mais c'est juste que je me suis dit oh là là, ça m'a bouleversé juste en me faisant toucher les mains et je me suis dit bon, il y a quand même une solitude, une solitude affective et tactile, quoi. J'intègre la chose et je l'accueille et ça m'a touché. En même temps, ça m'a attristé de me dire que j'en étais là, mais bon, c'était comme ça. En 2015, ma nièce se marie. J'ai une grande sœur, une demi-sœur, parce que mon papa m'a eu très tard, à 57 ans, et il a eu une autre vie avant moi. Il s'est marié. J'ai un demi-frère que j'ai jamais connu malheureusement, qui est plus de ce monde, Jean-Louis, et ma sœur, Marie-Claire, qui a une fille qui a quasiment mon âge et qui se marie. Et donc pour le coup, je viens en France et donc je vivote à droite à gauche. J'essaie d'aller voir les copains, les amis, et je participe à ce mariage. Et donc dans ce laps de temps où je suis en France, je vais voir les potes et Baptiste et Héloïse du coup me disent il y a un festival de danse traditionnelle, artitrade. Je m'apprête à aller dans ce festival de façon complètement détendue et je crois avoir promis à Baptiste que je m'occuperai un peu du côté ingé son avec lui à ce moment-là, que je l'aiderai à faire des balances ou des trucs comme ça. Avant d'arriver à ce festival, j'avais lu un bouquin et avec une phrase qui disait en substance plus ou moins les moments qui chamboulent nos vies, les choses un peu déterminantes dans nos vies, on s'en rend pas compte en fait. C'est des trucs qui passent et en un rien de temps notre vie a changé complètement et ces petits moments décisifs là, ils nous passent sous le nez. Enfin bref, ils se passent et notre vie a changé, on s'en rend pas compte. Et donc je me dis ça à ce moment-là avant d'aller à ce festival et je me dis tiens, ce serait rigolo si c'était ce soir, aujourd'hui, que je rencontrais la femme de ma vie. Et donc, le festival se passe, c'est chouette. Et je vois au loin une nana que j'avais déjà croisée à un festival de danse trad il y a quelques semaines. Mais j'en fais pas plus qu'à que ça. Et il s'avère qu'on bouge tous les deux en même temps. Le parking de cet événement était à, je sais pas moi, 100 mètres, 200 mètres. Moi je vais mettre un pull et elle va se changer et on retourne tous les deux comme deux nigauds à l'événement et sur 100 mètres ou 200 mètres, on est l'un à côté de l'autre sur la route. Et il se passe rien et la situation est un peu cocasse. Et à un moment donné, pour briser la glace, cette jeune femme me dit vous savez ce que c'est ces bâtiments là-bas? Et du coup j'explose de rire parce que la démarche pour briser la glace était drôle et du coup donc je dis non, je suis désolé, je sais pas ce que c'est. De là part cette fameuse rencontre et on reste collés l'un à l'autre toute la soirée. Elle s'appelle Alice, elle a une jeune fille à ce moment-là qui a 6 ans, 6 ans et demi, 7 ans, qui s'appelle Nina. Il n'y a aucune séduction, aucune drague entre nous. On est comme deux enfants qui se rencontrent à une soirée. Il y a une sorte de magie dingue dans l'air et tout est beau, tout est fort et on est attirés l'un à l'autre comme des aimants. Et c'est une rencontre, tout comme si on s'était déjà rencontrés, comme si on s'était déjà vus. On se connaît sans se connaître, quoi. Et donc là, on passe une soirée incroyable.
Comment tu l'aperçois, Alice, pendant cette première soirée? Tellement rayonnante et pleine d'énergie, hyper solaire et lumineuse et pleine de joie, quoi. Et pour le coup, ouais, je me dis, ouais, c'est dingue, cette femme est puissamment ouais, rayonnante et belle et pleine de joie de vivre et de lumière, et ça m'a chamboulé là-dessus. Et justement, la citation dont tu parlais tout à l'heure, les moments qui changent nos vies, on ne s'en rend pas forcément compte. Est-ce que là, j'ai l'impression que tu étais un peu conscient du truc, non? Tu es conscient qu'il se passe quelque chose ou pas du tout, tu te laisses porter? Je suis complètement conscient qu'il se passe quelque chose et en même temps je me laisse porter et en même temps j'ai une forme alors je suis pas tout le temps en prise de recul parce que sinon j'aurais pas vécu le moment, mais oui, je me rends compte qu'il se passe un truc très fort et c'est assez dingue et puissant, et en même temps bah, je plongé dans ce moment suspendu de rencontre, de vie, de joie et de connexion à l'autre, très puissante, quoi. Toute cette soirée, on discute, on se fait des aveux de choses sur le fait on aime les ostéopathes, on aime le côté tactile, on aime être touché, on aime la chaleur humaine, et voilà. On est là aussi parce qu'il y a un peu de danse-trad, donc du coup on est amené à danser ensemble, et ça c'est tellement beau. Ça fait très pas vieux jeu un peu, mais à l'ancienne, des rencontres dans les bals, et c'est chouette et on danse ensemble, et j'avais un sweat que je me suis fait chourer malheureusement, mais je me rappelle qu'elle a posé sa main sous ma capuche et que j'étais oh là là. Enfin de la tendresse et des gestes d'affection, et c'était d'autant plus bouleversant que je suis passé par 3 ans de solitude et de rien, d'aucune tendresse, quoi. Enfin, aucune tendresse physique, aucune tendresse. Et puis, j'ai été touché aussi par le fait qu'elle était là avec sa fille, et malheureusement, Nina est passée au second plan d'un seul coup. Et je me suis dit, bon, il se passe quelque chose aussi là-dessus. Heureusement, Nina avait plein de copains avec qui jouer, et elle s'est pas retrouvée toute seule, mais voilà, elle est venue nous voir, et je pense qu'elle aussi, dans sa tête de petite jeune fille, elle s'est dit, bon, bah, ma maman, elle a rencontré quelqu'un, il se passe quelque chose. Maman, oui, va, Ok. c'est chouette, va jouer avec les copains. Vous dansez toute la soirée? Bah, on danse une bonne partie de la soirée, et on discute, on danse, on passe une soirée assez incroyable, et on danse des scottish, des petits trucs. On n'est pas du tout des experts en danse trad, mais on se tépatouille l'un et l'autre, et on passe des moments de belle communion dans la danse et dans le contact et dans le côté physique, des sens, du mouvement. Enfin, c'est vraiment beau et fort. Et voilà. Et à la fin de la soirée, je lui dis, bah tiens, donc c'est le 20 juin 2015. Et donc le lendemain, c'est la fête de la musique. Et je lui propose d'aller, pas du tout innocemment, mais elle non plus, elle le sait, c'est très bien. Je lui propose d'aller voir un concert le lendemain à la fête de la musique, aller voir Cœur de Chauffe, un ensemble vocal dont une amie fait partie. Et donc du coup, on s'échange nos numéros en se disant, bon, bah, on se revoit demain pour la fête de la musique. Ok, donc il se passe rien, il n'y a pas de baiser, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de sentiments dévoilés. Non, il n'y a pas de sentiment dévoilé. Après, la chose, c'est que moi, je dors chez mes amis ce soir-là. Et en fait, pour resituer, je suis censé être dans une parenthèse où je viens quelques mois en Creuse et en France. Et après, je dois repartir à Maurice. J'ai des projets, j'ai un gros projet d'exposition et des commandes et des choses à honorer là-bas. Et ma vie est là-bas, quoi. Et en rentrant chez mes potes, chez mes amis, je leur dis, bon, bah, je crois que j'ai rencontré quelqu'un, et ils m'ont certifié le fait que ça se voyait, et que merci d'avoir été là pour faire les balances et tout ça. Je me suis retrouvé à passer une nuit blanche, une complète nuit blanche, à avoir je sais pas comment on peut dire, une sorte de vision de tout un tas de futurs possibles, une sorte de ramification infinie de vie possible avec elle, en fait. Et ça m'a complètement chamboulé, et c'était à mi-chemin entre du conscient, du rêve éveillé, des espèces d'hallucinations. Enfin, c'était assez étonnant et étrange, et ce qui fait que j'ai pas dormi de la nuit et que j'ai divagué sur les centaines de vies possibles avec elle, et c'était assez dingue. Le lendemain, vous y allez tous les deux à la fête de la musique? Que tous les deux?
Oui, je crois on fait un truc très très à l'ancienne. Je viens la prendre en voiture sur le trajet, donc on va pour faire du name dropping de villes de campagne creusoise. Je passe par A1 où je vais la récupérer et nous allons à Guéret. Guéret qui est la capitale de la Creuse et qui est une très chouette ville pour les citadins qui dénigreraient un petit peu la campagne. Ouais, je passe la prendre en voiture et donc sur le trajet, bah, on discute et on va écouter ce fameux concert de Cœur de Chauffe qui est et ce qui est rigolo aussi, c'est que sans le savoir, 2 ans plus tard, je vais chanter avec eux dans cet ensemble vocal et c'est cool et je crois que c'était la première fois, la deuxième fois que je les voyais en live. Donc on passe un très bon moment, il y a des rires échangés, de la complicité et puis elle est aussi fan de musique et ce qui est chouette, c'est que mes anciennes relations, j'avais peut-être pas autant de points d'accroche au niveau de la musique et des goûts similaires et peut-être, alors là je m'envoie des fleurs en disant ça, mais autant d'ouverture et d'écoute de plein de styles différents quoi. Et donc Alice là-dessus, ce qui est génial, c'est que je me suis rendu compte à ce moment-là qu'elle avait cette curiosité, cette ouverture musicale. Donc là-dessus on échange et c'est chouette et je suis très très content pour ça. Alice fait garder Nina par sa maman quoi, donc on est tous les deux, on est seuls. Et on passe une super petite soirée et je sais plus si ça avait été dit, si on avait prévu ça comme ça, mais je lui propose de venir manger chez moi, là où je suis, donc juste à côté de chez mes parents à ce moment-là. Et donc, ben, on rentre à la maison et sur le trajet retour, c'est là où on se dit, où elle me dit, et où mon cœur bat, comme quand on est adolescent et qu'on sait qu'on va devoir soit dire à l'autre qu'il nous plaît, soit lui faire le premier bisou. Elle me dit, mais tu sais, tu me plais? Et je crois qu'elle le dit à peu près comme ça, ouais. Bon, je suis intéressé par toi, ou je sais plus comment c'était formulé, mais ouais, il y a tu me plais. Et donc là, mon cœur se met à battre à la chamade parce qu'il y a toujours même si les moments, tout ça est incroyable, il y a toujours une petite partie de soi où on se dit, ben, peut-être que je me fais des films, peut-être que j'ai tellement pas ces derniers temps été en relation que ouais, c'est fort probablement j'imagine des choses et il y a toujours cette petite voix. Donc là, quand Alice me dit que je lui plais, bon bah au moins je sais que c'est réciproque et c'est chouette et il y a une excitation et un apaisement et je me dis bon bah c'est bien, tout est cool. Et donc à ce moment-là, après effectivement ce long désert affectif, relationnel et forcément sexuel, pour faire le malin auprès des copains, mais tout en sachant terriblement ce que la réalité derrière tout ça. Forcément, quand je vois les amis, je leur dis ah ouais bah et eux me lancent là-dessus en me disant bon bah c'est chouette, tu vas pouvoir enfin baiser après 3 ans de célibat. Et je surenchérissais là-dessus en disant ouais bah en faisant le gros beauf, elle va prendre pour 3 ans, voilà le lit va trembler patati patata. Mais Tu disais ça devant tes potes, c'est ça? je disais ça devant les potes et tout en leur disant après, mais en fait je me la raconte, mais je sais très bien comment ça va se passer quoi. C'est que c'est pas parce qu'il y a eu 3 ans de célibat que le premier ébat va être foudroyant et terrible. Et en fait je leur disais non mais ouais je suis rouillé, il va falloir juste qu'il y ait de la tendresse et se réapproprier cette partie-là de son corps entre guillemets pour appliquer à la sexualité quoi, pour redécouvrir ça avec l'autre. Et ça sera jamais la super baise, ça sera jamais la relation transcendante. Et il a fallu d'ailleurs que c'est Alice qui a plus entre guillemets proposé la chose pour la première fois, sachant que moi j'y allais un petit peu à reculons et effectivement il a fallu de mon côté de re-enclencher la machine qui était rouillée, rouvrir les vannes, faire une petite maintenance pour que les choses puissent redémarrer sainement. Et en aucun cas c'était le super truc, la super relation, la première. Voilà, il y a eu un temps de chauffe, de préchauffage quoi. On rentre à la maison, je crois que je prépare à peu près ouais sur le pouce le repas et tout ça et ne mangeant pas de viande, je lui fais des trucs de tofu, des machins, du quinoa, enfin un peu le cliché du truc du végétarien, mais elle accueille ça sans se foutre de moi, donc c'est cool. Et la soirée se passe et je lui montre des vidéos parce que j'ai fait quelques vidéos débiles, drôles et des clips avec un collègue de choses, de clips musicaux 4e degré et des petites choses idiotes. Et je lui montre ça et sa réponse c'est
ah, t'es un marrant en fait. Et c'était une sorte de façon de voir comment elle se positionnait par rapport à ça, si ça la faisait marrer ou pas. Sur le coup, sa phrase de t'es un marrant, en fait, ça m'a un peu blessé en me disant, mais ouais, je suis un marrant, je suis pas que un marrant. Et cette terminologie t'es un marrant, ça m'a saoulé. Mais c'est pas grave, au moins elle a accueilli le truc. Et je me mets à lui montrer des choses qui me font rire. Et à ce moment-là, je matais pas mal de vidéos de caméra cachée de François Damiens. Donc pas du tout dans les clichés du truc de la soirée date glamour, donc vidéo de François Damiens. C'est à ce moment-là qu'on se fait notre premier baiser sur une vidéo de François Damiens. Et il y a François Damiens qui parle en fond, et au bout d'un moment, bon bah, je mets pause. Et donc voilà, premier baiser sur François Damiens. Comment tu te sens à ce moment-là? Est-ce que tu te sens vraiment pousser des ailes? Est-ce que tu commences à te poser plein de questions? Parce que tu disais que la nuit précédente, déjà, tu te projetais un peu beaucoup dans le futur. Comment tu appréhendes ça? Dans quel état émotionnel tu te trouves? Bah, j'ai des papillons dans le ventre et je me sens complètement transporté par tout ce contact, ces bisous, ces caresses. C'est vraiment comme je me sens adolescent et en même temps tout à fait là et tout à fait adulte et en même temps en lien avec ces émotions et ces premiers émois qu'on a quand on est adolescent, quand on embrasse, quand on fait des smacks et des guélans comme dirait David Castello-Lopez. Et donc c'est assez fou. Je stresse pas, j'angoisse pas, je vis le moment, on vit le moment et c'est puissant et c'est hyper ouais sensuel, hyper. Il n'y a pas du tout par contre d'élan de sexualité comme ayant été en jachère pendant 3 ans voire plus. Donc du coup à ce niveau-là c'est complètement y a rien qui se passe. Mais voilà, il y a le lien à l'autre et le côté affectif, sensuel. Enfin voilà, je me sens pousser des ailes et je suis heureux et j'ai des papillons dans le ventre et c'est beau. Je sais que je dois rentrer à Maurice pour continuer ma vie là-bas, mais cette rencontre a quand même pas mal bouleversé mes plans. Donc là, ce qu'on se dit, c'est que déjà, je diffère mon billet d'avion et je reste un mois de plus. Je crois que je repars en septembre. Entre ces entrefaits, je crois que j'arrive à trouver un petit boulot, un truc, un projet, une commande, quelque chose sur place. Donc ça, c'est cool. Et je repars. Et là, pas des adieux déchirants, mais quand même, on se dit au revoir tout en se disant, bon, bah, on va rester en lien, en relation. Et la rencontre a tellement été puissante que voilà, on acte le fait qu'on est ensemble. Et pour le coup, ce qui a été dit, c'est que je vais vivre à Maurice pendant 1 an, 9 mois, 1 an. Et après, je rentrerai en France, quoi. Donc pendant 1 an, pendant moins d'1 an, on est tout le temps scotché à l'époque, bah, c'était Skype, il y avait pas, et puis on a été deux vieilles biques rétrogrades, on n'avait pas de smartphone. Donc on était tout le temps sur nos ordis à se dire là on va s'appeler à tel moment et on était là où on était mais sans être là et on pensait sans arrêt à l'autre et on aspirait fort 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 à nos rencontres en visio, en Skype et c'était voilà 1 année comme ça. Il y a eu quelques mois où on s'est pas vu du tout, enfin on était en visio et en février elle vient me rendre visite pendant quelques semaines et pour le coup ben je lui prépare une sorte de visite de l'île, de visite de la famille, un condensé de trucs et je lui fais un programme aux petits oignons comme un fou. Je blinde l'emploi du temps, donc on fait peut-être un peu trop de trucs, mais c'est chouette. Et ah oui, petite fierté aussi, je lui achète une carte parce que donc février, la Saint-Valentin, j'achète une carte avec une rose dégueulasse avec des paillettes et des sequins et des machins, une rose en plastoc toute moche. Et le soir de la Saint-Valentin, j'avais une guirlande LED dans ma piole et je lui ai dit de venir. Je mets du George Michael, bref, voilà, cette chanson-là. Et là, je suis ravi parce que l'espace d'un quart de seconde, je vois son regard qui est complètement défait et elle se demande si je suis sérieux ou si c'est du second degré. Et voilà, donc là j'étais content. Donc on a fait une soirée Saint-Valentin cliché, on a été dans un resto et tout était drôle et tout était comique parce que tout était tellement too much et tellement
les violons et les pétales de rose. Donc voilà, moi mais c'était chouette. Et on a fait ça. Et donc elle est repartie. Et là, déchirement, on s'est dit au revoir à dans quelques mois. Et il faut savoir que je voulais lui faire une surprise pour mon retour en France et j'avais prétexté qu'on était parti faire du camping sur une toute petite île au large de l'île et tout fier de moi. Donc voilà, je lui ai dit tu vas pas pouvoir me contacter pendant 3-4 jours. Et j'ai compris suite à ça que Alice avait une thématique de ruiner les surprises, ses propres surprises et les surprises des autres. Et donc son frère contribue à la chose. Merci Joshua. Il lui a dit mais non mais t'es bête, t'as pas compris en fait. Il est en train de rentrer, il te fait une surprise. Elle capte le truc, elle m'envoie un texto ou je ne sais quoi. Et en fait ce qui devait être un retour heureux en France, même si je laissais ma famille côté maternel et mes amis. Ouais, j'étais content de rentrer. Et le fait qu'elle sache que je rentre, je sais pas, j'étais complètement démoralisé. Ça m'a fait vraiment un effet dingue. Et dans le train pour rentrer en Creuse, elle m'envoie un petit texto, forcément, elle a capté. Et donc je me dis, bon, bah c'est mort, la surprise est foutue. Et alors que je devrais être super heureux, je suis un peu déprimé. Et je vais la voir dans la foulée. Et là, bon, bah la déprime passe assez vite. Mais ouais. Donc voilà, thématique de surprise complètement ratée. Tu t'installes, toi, en France, définitivement, c'est votre projet de vie. Comment vous visualisez la chose? Est-ce que toi, tu es complètement OK avec ça? Tu dis que tu te sens un peu loin du coup de ta famille que tu as laissée à Maurice. Est-ce que tu es complètement OK avec ça? Comment vous envisagez la suite pour être heureux ensemble? Bah, dans un premier temps, moi, je vais vivre avec elle dans son appart. Déjà, il y a une petite déprime aussi du côté boulot parce que j'avais tout mon réseau en un an, même pas à Maurice. J'avais fait mon réseau du monde culturel et artistique et ça marchait très bien pour moi. Et là, je me suis dit, bon, en France, en Creuse, ça risque d'être un peu plus compliqué à lancer. J'avais cette croyance-là aussi. Mais voilà, ça a pris un peu plus de temps, mais ça l'a fait. Et dans un premier temps, j'habite avec elle et sa fille, Nina. Donc j'ai dû me faire apprivoiser et apprivoiser la vie au quotidien avec cette nouvelle chérie et cette nouvelle relation et le quotidien dans une cellule familiale et refaire famille avec Nina et Alice. Et ça a été je les en remercie parce que ça a été hyper simple et chouette et fluide. Nina m'a accepté, m'a accueilli tout de suite et c'était chouette. Et Alice m'a laissé la place aussi dans cette relation de beau papa et de belle fille. Et j'ai pu être un beau papa sans être, sans être le beau papa autoritaire, mettre du cadre, tout ça à fond. Enfin, Nina, ça a toujours été une super petite fille, enfin maintenant une super grande fille, jeune femme. Mais j'ai trouvé ma place et je le dis parce que je sais que j'ai des amis et pour qui ça a été bien plus compliqué c'est pas toujours facile. Et là, alors c'est peut-être des croyances aussi, mais le fait que ça soit dans ce sens-là, c'est-à-dire homme qui arrive dans la vie d'une femme et qui a une belle fille, c'est peut-être plus évident que d'atterrir d'être une femme et d'atterrir dans une relation avec un homme et qui a une fille. Il y a pas cette espèce de rivalité. Du même sexe. Alors, je sais pas si. Alors, moi, j'ai des exemples autour de moi qui sont le schéma dont tu parles et c'est rarement simple, voire c'est toujours compliqué. Je crois que là, il y a un vrai sujet effectivement là-dessus. Toi, tu trouves ta place de beau papa facilement, donc tu intègres une famille, quoi. Enfin, ça y est, t'as ta famille. Toi, ça te donne envie de devenir papa ou pas? Bah forcément quelque part chez moi ça réveille des trucs une sorte d'instinct paternel et ouais il y a quelque chose qui se crée. Alors après pas tout de suite dans l'immédiat parce que j'intègre déjà toute cette vie et tout ce quotidien et tout ce truc là qui est assez intense émotionnellement. Ce qui est chouette c'est en tant que beau papa je me rends compte que je vois un peu j'ai du recul et j'ai pas la tête dans le guidon de la relation fille père ou mère fille. Je vois les enjeux, les trucs émotionnels et je suis pas happé comme pourrait l'être un papa avec son enfant ou une maman avec son enfant. Donc c'est un peu plus facile pour moi et on va dire que j'ai que le côté
en grosse majorité que le côté cool, et ça c'est chouette aussi. Malgré moi, je contribue aussi à couper le cordon, mais dans le sens sain du terme, entre Alice et Nina, et à ce qu'Alice se positionne aussi, enfin, à amorcer petit à petit une diffusion saine, mais pas, enfin, je sais pas comment le dire. En fait, tu l'accompagnes dans son rôle de maman qui évolue avec sa fille et sa fille qui grandit. C'est ça, exactement. Et du coup, c'est chouette et c'est très fort et c'est beau. Et Alice veut reprendre des études, veut continuer ses études parce elle avait repris ses études, et je lui propose une semaine par-ci par-là, elle doit aller faire des études, être pas en internat, mais dans une autre ville plus loin, à Limoges. Et donc, je lui propose de m'occuper de Nina, d'être le papa au foyer quand elle serait pas là. Et donc, ça renforce encore plus notre lien avec Nina. C'est pas facile aussi parce que Nina, elle a 7 ans, et donc sa maman, c'est tout pour elle, et moi je me retrouve là, son beau papa, même si on a une chouette relation. C'est beaucoup de soirées, beaucoup de nuits où j'essaye de rassurer Nina comme je peux, Nina qui pleure et qui veut sa maman, et c'est fort, c'est beau, mais c'est aussi dur, et je me sens un peu démuni face à ça. Mais ce qui est trop cool, c'est qu'au moins ça aura renforcé et contribué à faire un lien très très puissant avec Nina, et d'avoir pris cette place-là, et j'en suis très heureux aujourd'hui. Et Alice a pu finir ses études et avoir son master en valorisation du patrimoine. Pour la suite, oui, il y a eu quelques enjeux aussi au niveau relationnel, c'est-à-dire on a dû apprendre à communiquer toujours plus, toujours mieux, et c'est la première fois dans une relation où je me retrouve à avoir quelqu'un autant à l'écoute, autant dans l'accueil, et c'est chouette et c'est ultra beau. Moi, ma difficulté dans cette relation, ça a été d'apprendre à m'affirmer, d'apprendre à dire les choses, d'apprendre à pas avoir peur de blesser l'autre, et de communiquer. Pas toujours à arrondir les angles pour être gentil et pour être aimé, et accepter de blesser un peu l'autre, ou de pas avoir peur de blesser l'autre, et du coup accepter aussi la colère, et de me dire que je dois par moment, quand il y a des choses qui sont pas à leur place, me permettre de le dire et de pas prendre sur moi jusqu'à exploser, et voilà. Ça fait partie des gros, et ça fait toujours partie des gros enjeux, et c'est chouette, mais ça peut être fatigant. Et donc voilà, et accepter aussi que l'autre ait un temps de débrief, c'est-à-dire que quand il y a une friction, quand il y a une tension, quand il y a quelque chose, moi j'ai très vite besoin de désamorcer la chose, et Alice a plus besoin de prendre le temps et de vivre l'émotion, et de mettre ça un peu, de conscientiser le truc, et de l'intégrer, et de revenir vers moi quand elle est prête, et elle a envie. C'est hyper intéressant ce que tu dis en vrai, parce que c'est vraiment ça la communication dans un couple. C'est comprendre comment nous on fonctionne, comment l'autre fonctionne, et du coup comment on peut réussir à s'adapter à l'autre sans nous être en suradaptation permanente. Et pour moi, tout l'enjeu, il est là. Et c'est beau ce que tu dis, parce que du coup, ça veut dire que toi, tu as compris comment elle fonctionne, comment toi, tu fonctionnes. Et j'imagine que c'est hyper précieux dans votre communication de tous les jours. Aujourd'hui, vous êtes un couple, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, donc vous êtes dans ce couple, dans ce schéma, ce modèle de couple durable où il faut entretenir, où il faut réussir à communiquer, alors que c'est pas toujours évident. Il y a des fois aussi, on traverse des périodes difficiles émotionnellement pour tout ce qui se passe autour, et c'est souvent des moments charnières. Et j'ai l'impression que vous avez, dans tout ce que tu me dis, je trouve que vous avez bien exploré et compris pas mal de trucs. Oui, on essaye de faire ça au mieux, et ça évolue. Et ce qui est rigolo aussi, malgré tout ça, c'est à chaque fois, c'est toujours un drame, c'est toujours un chamboulement quand il y a un petit truc, un petit grain de sable dans l'engrenage, et on débriefe et on redescend après, on se dit non mais tout va bien, tout roule. C'est pas l'apocalypse, et on a cette tendance à exagérer, à vivre les choses émotionnellement toujours très puissamment, et on est sensible là-dessus tous les deux. Donc c'est chouette, et on se dit aussi, et ça on l'a vraiment conscientisé, qu'il y a vraiment rien d'acquis, même si c'est la rencontre. Enfin, on l'a vécu vraiment comme pour elle et pour moi, que c'est la rencontre, et que c'est ultra fort, et qu'on est puissamment amoureux l'un de l'autre, et que c'est je sais pas, l'âme sœur, ou que sais-je, enfin en tout cas tous les mots qu'on peut mettre dessus. Mais que ça a beau être ça, en fait, c'est tout à fait possible de pas prendre soin de la relation, de pas prendre soin de soi, et de se laisser complètement happer par la vie, et complètement happer par toutes les petites accroches et les petites merdouilles du quotidien. Et
un jour, 5 ans après, exploser et se dire que en fait, on a aussi conscience que tout peut s'arrêter à un moment donné ou qu'il y a rien de figé, il y a rien d'acquis et de chérir tout ça et d'en prendre le soin au maximum et voilà, et on a traversé des moments intenses de vie à plein de niveaux. Alice a perdu sa maman d'une façon tragique en 2020 et ça a été un chamboulement et ça a été aussi puissant parce que accompagner son compagnon, sa compagne dans le décès de quelqu'un, c'est tellement bouleversant et en même temps c'est tellement fort et je me suis senti hyper utile et hyper j'avais vraiment l'impression d'être là pour elle quand ça s'est passé, d'être à ma place et d'accompagner quelqu'un dans le décès de son parent, ça noue des liens, enfin ça renforce encore plus le couple, je trouve, en tout cas dans ce que j'ai vécu par rapport à elle. Et plus récemment, l'année dernière, mon papa est parti. Et mon papa, ça n'a pas été un décès tragique, ça a été quelque chose. Il avait 97 ans. Et pour le coup, voilà, ça s'est fait progressivement. Et Alice a été là pour moi aussi. Et ça a été très fort et très beau. Et on a traversé ça. Et suite au départ de sa maman, Alice se dit que, en fait, la vie peut s'arrêter comme ça pour tout le monde. On est à l'abri de rien et la vie, c'est précieux. Et ce qu'on veut faire. C'est pas quand on aura 60 ans, 70 ans qu'il faut se dire qu'on va réaliser les rêves ou tout ce qu'on veut faire. Donc, suite à ça, elle se dit, j'ai envie de faire ça, 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 ça et ça. Dans le lot, il y avait devenir bergère dans la montagne. Donc, en 2023, elle devient bergère pendant 4 mois et demi. Et c'est trop chouette. Incroyable. Donc ça a été une super aventure. Je traverse des moments un peu compliqués à ce moment-là parce que j'ai pris une formation un CAP menuiserie. Je me suis cherché et je me suis rendu compte que j'étais artiste de façon pathologique et il a fallu 30 ans pour que je comprenne ça. On se fait des appels, des machins. À ce moment-là, on a tous les deux un smartphone. On est tous les deux super hypés, super in. Et donc, mais voilà, je vis ma vie à distance, mais c'est chouette. Et on se dit que quand elle finit cette tranche de vie de bergère, on a pour projet d'avoir un enfant, d'essayer d'avoir un enfant. Ça se fait assez rapidement. Et Léonard arrive dans notre vie le 4 janvier 2024. Voilà. Laurent, je crois que vous êtes marié aussi récemment. Quand tu regardes cette histoire d'amour avec Alice, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, sur ta relation au monde, sur ta relation aux autres et sur l'amour? Ça m'a appris que l'amour sublimé, que ce à quoi j'aspirais profondément, c'est-à-dire cette relation, c'était possible, ça existait. Il y avait ça, et que c'était accessible, et qu'en fait, il suffit de demander à l'univers, et l'univers aide-toi, et le ciel t'aidera. Mais non, plus concrètement, je pense que ça m'a appris ça, que ça existe, les relations, la rencontre, ça existe et c'est possible. Et je voulais partager ça aussi pour cette raison. Et que à côté de ça, après les quelques années de shoot de dopamine et d'hormones qui fait qu'on est sur un petit nuage comme un fou, il y a autre chose, c'est-à-dire la compréhension de soi et la compréhension de l'autre et le rapport qu'on a et cette espèce de transformation intérieure et de miroir que peut être l'autre par rapport à la compréhension de soi et l'avancée dans la relation qui mène à se connaître et apprendre à se connaître et apprendre à se respecter avant tout pour aussi apprendre à respecter l'autre et c'est ça ça m'a appris et ça m'apprend encore aujourd'hui tout ça et c'est une vie au quotidien et dans la vie dans le quotidien et pas plus tard qu'hier soir on a passé encore 1 heure à discuter même si on était crevés parce qu'on est jeunes parents mais de continuer à alimenter ça et d'être dans l'écoute de l'autre, dans l'accueil de l'autre et dans la discussion et essayer encore de se reséduire, de se remettre dans cet état d'esprit où on redécouvre l'autre et où on apprend on apprendra toujours à se rencontrer, à se connaître et on apprendra toujours aussi à se découvrir à travers l'autre et l'autre mettra le doigt sur des points qu'on n'avait pas conscientisés. Et donc ce que j'ai appris aussi grâce à Alice et grâce à Nina et grâce à leur empathie et leur émotionnel super présent quand elles regardent un film, elles se laissent volontiers submerger par les larmes et par leurs émotions que ça soit pour un film ou pour dans la vie au quotidien et ça moi j'avais beaucoup de blocage ou pudeur par rapport aux larmes
Et grâce à elle, je me suis enfin relâché là-dessus et permis, c'est pas encore tout à fait ça, mais ouais, permis de pleurer, d'accepter le fait que les pleurs et les larmes, c'est tellement salvateur, ça nettoie et c'est tellement nécessaire, quoi. Et de garder les pleurs, de s'empêcher de se refuser de pleurer, ça fait plus de mal qu'autre chose, quoi. Qu'est-ce que tu lui dirais au Laurent de 2015 si tu le croisais aujourd'hui? Juste avant le festival de danse traditionnelle. Je lui dirais, vas-y, fonce, petit bolide. Non, je lui dirais, voilà, que c'est chouette et que tout croit en toi et la vie est chouette et T'étais quand même arrivé à un moment où tu croyais plus du tout. Et cette rencontre, elle vient contredire en fait la conclusion à laquelle tu étais arrivé, que tu n'étais pas fait pour l'amour et que tu vivrais jamais de belles histoires d'amour. Et cette rencontre, elle vient te prouver le contraire. complètement, complètement. Bah, à une époque, je pensais qu'il fallait avoir un lâcher prise total et complet par rapport au fait de croiser, de rencontrer quelqu'un. Je m'étais dit, bon, en fait, peut-être que c'est ça la démarche, c'est de rien attendre et de complètement lâcher prise là-dessus. J'en suis pas convaincu parce que, puis c'est aussi terrible de dire ça aux gens, ben, tu rencontreras quelqu'un quand tu auras arrêté de vouloir rencontrer quelqu'un. Je pense en revanche que il y a une forme de lâcher prise à avoir. C'est sûr que si on est tout le temps dans l'attente et on est tout le temps dans cette espèce de tension et de crispation, je pense que ça se passe pas ou beaucoup plus difficilement, ou peut-être que tu rencontres pas forcément les bonnes personnes. Enfin, je sais pas, hein, mais en tout cas voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que quand t'es dans une phase où t'es bien, tout simplement bien avec toi-même et où comme dirait Jacques Salomé, un bon compagnon pour toi, et que t'es juste heureux de vivre et juste heureux de vivre en ta propre compagnie, et ben a priori, tu arrives à rencontrer... ouais, la rencontre peut se faire dans les meilleures conditions. Est-ce que tu as envie de glisser un petit message à Alice? Oui, bien sûr. Et ben j'espère que tu auras eu la surprise de ce podcast et que tu vas le découvrir et que tu vas te dire ouais, trop chouette, et que tu n'auras pas grillé la surprise ou que ça va... Enfin bref, que ça sera une surprise. Je lui fais des gros bisous, des gros poutous, Alice. J'espère qu'elle se rendra compte que c'est toi qui as parlé au moment où elle appuiera sur play sur l'épisode sans savoir que tu avais enregistré. Je te le souhaite, je vous le souhaite. Ah, ça serait trop cool, ça serait trop chouette. Et du coup, ouais, et carrément. Et je l'embrasse très fort, je la remercie pour tout. Et merci aussi, grâce à elle, d'avoir découvert ton podcast et de pouvoir d'avoir raconté notre histoire aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup de m'avoir ouvert ton cœur avec autant de sincérité et de sensibilité, Laurent. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. Why do I feel like this? What can I say?